S'il existe quelque chose de plus puissant que n'importe quelle force de la nature, plus fort que les volcans et les tremblements de terre, c'est l'obstination d'une mère et d'un père lorsqu'ils veulent découvrir ce qui est arrivé à leur enfant disparu. Lorsque l'athlète professionnel a disparu alors qu'il voyageait dans un autre pays, sur le point de commencer un nouvel emploi dans un club en Europe, ses parents ont lancé une recherche qui s'est transformée en une enquête ayant révélé un réseau de corruption et la tentative de dissimuler la vérité sur sa disparition. Pendant 14 ans, ses parents n'ont jamais abandonné et ont harcelé toutes les polices et le système judiciaire d'un pays considéré comme l'un des plus honnêtes et rigoureux de la planète. Viens avec moi découvrir cette histoire avec 2 rebondissements, exactement comme on les aime. La première, tu peux peut-être la prévoir, mais la seconde, je doute que tu ne sois pas pris au dépourvu. Salut mon beau monde, je suis Sue et soyez les bienvenus sur la chaîne. Une nouvelle vidéo, directement depuis mes vacances au Brésil avec ma famille, c'est pour ça que le décor est un peu différent pour ceux qui ne le savent pas encore. D'accord ? Allez, on commence la vidéo. L'affaire du jour nous conduit en Autriche, un pays encore inédit sur la chaîne. Mais d'abord, direction le Canada pour découvrir le personnage principal. Duncan McPherson est né à Saskatoon, au Canada, où depuis son enfance, sa vie semblait tourner autour de la patinoire. Il était l'un des 2 enfants de Bob et Linda McPherson. Son enfance était typiquement canadienne. Là-bas, l'un des sports les plus populaires est le hockey sur glace. Vous savez, ce jeu où il est permis de se battre sans raison? Oui, c'est bien celui-là. Duncan, depuis tout petit, était passionné de hockey. Il s'entraînait tous les jours et il avait vraiment du talent pour ça. Ce garçon a grandi et est devenu un homme très grand, fort et robuste. Avec cela est venu le succès dans le sport. Il rêvait de devenir professionnel et de vivre du hockey. Voilà pourquoi il a abandonné la vie d'un adolescent ordinaire pour s'entraîner sans relâche. Et étant moi-même sportive, je comprends parfaitement cela. Toute cette dévotion a porté ses fruits lorsqu'en 1980, il a été sélectionné lors du repêchage de la NHL, la ligue de hockey la plus importante au monde, pour jouer avec les New York Islanders. Musique, les New York Islanders ont recruté Duncan McPherson de Saskatoon. Finalement, son rêve de devenir professionnel était devenu réalité. Comme je l'ai dit plus tôt, Duncan était un homme très fort et brutal pendant les matchs. Son poste était celui d'enforcer, c'est-à-dire qu'il était littéralement l'homme chargé de se battre et de défendre ses coéquipiers, quoi qu'il en coûte. À coups de poing, vraiment. Sauf que même s'il avait eu du succès dans les catégories juniors, la situation était bien plus compliquée en NHL. Et au bout de 5 ans, il est devenu évident qu'il n'était pas assez grand ni assez fort pour la ligue professionnelle. Les enforcés des autres équipes étaient aussi de vrais brutes et la performance de Duncan n'était pas très satisfaisante pour l'équipe. Sans compter qu'il a aussi subi quelques blessures qui l'ont laissé sur la touche, ce qui lui a fait rater plusieurs matchs. Regarde ça. Alors, après la fin de son contrat de 5 ans, les New York Islanders ont décidé de ne pas le renouveler et aucune autre équipe n'a montré d'intérêt pour acheter son transfert. Musique. Je crois qu'ils avaient des projets pour moi, mais je n'ai jamais vraiment été à la hauteur dès le départ et les choses ont pris une autre direction. Musique. Bien sûr, Duncan était un peu frustré par cela, mais le hockey sur glace était la passion de sa vie et il voulait continuer à travailler dans le sport d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là qu'il a reçu une invitation pour devenir entraîneur d'une équipe en Europe, plus précisément en Écosse. Cette invitation tombait à pic et Duncan a accepté tout de suite. Super excité par ce nouveau départ dans sa carrière, il a décidé d'en profiter et de voyager quelques semaines avant la date de son début dans le nouveau club pour faire un road trip à travers l'Europe. Il avait passé les 12 dernières années pratiquement uniquement à s'entraîner et à jouer au hockey. Il n'avait jamais profité d'une jeunesse normale auparavant. Alors, il allait profiter de l'été européen pour vivre ces expériences-là. Quelle belle chose! C'était le début du mois d'août 1989 et Duncan est parti pour l'Europe. D'abord, il est allé en Allemagne retrouver un ami d'enfance qui était aussi devenu joueur professionnel, mais qui jouait dans une équipe allemande. Cet ami a prêté sa voiture, une petite Celta rouge, à Duncan pour qu'il puisse voyager à travers l'Europe. Voyager en voiture là-bas permet de visiter plusieurs pays en quelques jours en franchissant les frontières. À cet ami, Duncan a dit qu'il partait un peu sans destination précise, mais il a mentionné qu'il avait très envie de découvrir l'Autriche. Et c'est exactement là qu'il est allé. Même si Duncan était un excellent patineur sur glace et savait aussi très bien skier, il n'avait jamais fait de snowboard. Il voulait vraiment profiter de ce voyage pour apprendre, mais il y avait un problème.
C'était l'été en Europe et les pistes de ski étaient fermées par manque de neige, n'est-ce pas? Mais dans les Alpes autrichiennes, il existe une piste de ski qui reste ouverte toute l'année. C'est parce qu'elle se trouve sur le glacier de Stubai. Les glaciers sont ces formations de glace qui ne fondent jamais. En raison de son emplacement, cette partie de la montagne reste toujours froide, suffisamment pour maintenir un immense mur de glace toute l'année. Mais contrairement aux montagnes de ski qui sont couvertes de neige tombant du ciel pendant l'hiver, les glaciers sont faits de glace solide. Et sur la glace solide, on ne peut pas skier. C'est pourquoi la station du glacier de Stubai utilise d'énormes machines qui ressemblent à des tracteurs avec des chenilles spéciales pour monter sur la glace. Ces tracteurs traînent d'énormes lames rotatives qui creusent et broient la glace, transformant la surface en neige et rendant ainsi la pente praticable pour le ski et le snowboard. Le 9 août 1989, Duncan, alors âgé de 23 ans, a garé la voiture de son ami sur le parking à la base de la montagne qui mène au glacier de Stubai. Depuis l'intérieur de cette voiture, il admirait la vue splendide de ces montagnes. Il est resté là à réfléchir à la vie, à son nouvel emploi qu'il allait bientôt commencer. Alors, il a pris un fruit qui se trouvait dans un sac sur le siège passager, a laissé ses papiers dans la boîte à gants, est sorti de la voiture et s'est dirigé vers le téléphérique qui l'emmènerait jusqu'à la station de ski, à la base du glacier. À plus de 3200 mètres d'altitude, tu vois le tableau. Comme Duncan voulait apprendre rapidement les astuces du snowboard et qu'il n'aurait pas beaucoup de temps pour apprendre, il a contacté un moniteur de snowboard appelé Walter Winterholz et a acheté un forfait de 2 cours pour débutants. En arrivant à la station, il a retrouvé Walter, ils ont peu parlé et se sont dirigés vers le magasin de location de matériel. Là-bas, le moniteur l'a aidé à choisir la planche et l'équipement idéal, adapté à sa taille et à son niveau. Ils sont sortis et le moniteur a commencé son cours en enseignant les bases du snowboard, comment attacher correctement les bottes, comment s'équilibrer, tourner, freiner, n'est-ce pas producteur? Pour ceux qui ne le savent pas, nous vivons en Nouvelle-Zélande et la première fois que nous sommes allés à la montagne, le producteur pensait qu'il allait bien s'en sortir en snowboard juste parce qu'il savait surfer. L'homme a dévalé la pente à toute vitesse sans savoir freiner, s'arrêtant seulement en tombant. Mais revenons-en. Dès que les premières instructions ont été données, ils se sont dirigés tous les deux vers le téléski qui les emmenait jusqu'au sommet. Ce téléski fonctionne avec un câble qui va du sommet jusqu'à la base de la montagne, avec des cordes attachées au câble. Les skieurs et les snowboarders tiennent ces cordes tout en portant leur équipement et sont littéralement tirés vers la montagne. Duncan et l'instructeur ont saisi la corde et grimpé jusqu'au sommet du glacier. Arrivé en haut, l'instructeur a répété ses conseils, aidé à attacher la botte, puis ils ont descendu la pente ensemble. Ce genre d'activité n'est vraiment pas pour moi. Les deux ont commencé très lentement et prudemment. En théorie, il était débutant, donc l'instructeur restait très proche au cas où il aurait besoin d'aide. Pendant la descente, l'instructeur expliquait comment garder l'équilibre, ralentir ou accélérer. Rapidement, l'instructeur a remarqué que Duncan avait un équilibre incroyable et des jambes très fortes, probablement parce qu'il était joueur professionnel de hockey. Pendant la descente, il continuait à complimenter Duncan, disant à quel point il s'en sortait bien pour son premier cours. Après environ 1 heure, ils sont finalement arrivés à la base de la piste et se sont rendus compte qu'il avait commencé à pleuvoir. On peut voir sur cette photo, prise ce jour-là par une autre personne, que le temps était très couvert et que la montagne était enveloppée de brouillard. Regardez bien. La pluie s'est intensifiée et tous ont couru s'abriter dans un restaurant au pied du glacier, avec vue sur la piste de ski. Duncan et Walter ont aussi couru pour se mettre à l'abri dans le restaurant. Il lui restait encore 15 minutes de cours, mais l'instructeur lui-même a suggéré de terminer le cours là, car il n'était pas prudent de skier sous la pluie. Même si la pluie ne dérangeait pas Duncan, il a accepté l'avis de l'instructeur. Ayant sympathisé, ils ont choisi de déjeuner ensemble alors qu'il pleuvait fort dehors. Quand ils ont fini de manger, ils ont tous les deux regardé par la fenêtre et se sont rendus compte que la pluie avait cessé, mais qu'un épais brouillard couvrait maintenant la montagne. Très peu de personnes sont retournées sur la piste, mais l'instructeur a dit à Duncan que, même si le cours était terminé, il s'était tellement bien débrouillé qu'il devrait retourner seul sur la montagne pour s'entraîner un peu. Il a dit à Duncan de faire quelques descentes lentes et contrôlées et de suivre les enseignements du cours. Le lendemain, il pourrait enseigner des techniques plus avancées car il se débrouillait bien. Duncan a trouvé l'idée excellente et a dit qu'il allait s'entraîner pour le prochain cours. Ils se sont levés, se sont serrés la main et Walter a vu Duncan se diriger vers le télésiège
avec sa planche sous le bras, tandis que l'instructeur s'est retourné pour aller accueillir son prochain élève dans son emploi du temps. Le lendemain, l'instructeur est arrivé plus tôt au travail. Il s'est assis à la même table où ils avaient déjeuné, lui et Duncan, la veille, et il a commandé un petit café juste pour se réchauffer les os, n'est-ce pas? Après son café, il a pris sa planche de snowboard et ses équipements, puis il est allé au lieu convenu retrouver Duncan. Lorsqu'il est arrivé au point de rendez-vous, à l'heure convenue, Duncan n'est pas venu. Tu te rends compte? Un instant, l'instructeur a pensé « Est-ce qu'on avait rendez-vous ailleurs? Ou bien me suis-je trompé d'heure ?» Mais il a bien réfléchi et savait qu'il était au bon endroit, au bon moment. Pourtant, Duncan n'est toujours pas venu. L'instructeur a attendu encore un peu et rien, toujours pas de Duncan. Elle a été déçue parce qu'elle avait apprécié Duncan et elle était enthousiaste à l'idée de lui donner un cours plus avancé. Cependant, elle savait qu'il était assez courant que les touristes abandonnent les cours de snowboard ou de ski. Le deuxième jour, il arrivait souvent que les visiteurs s'enthousiasment le premier jour, prévoient de revenir le lendemain, mais finissent par être distraits par d'autres attractions du voyage ou décident simplement d'aller seuls à la montagne. De retour au Canada, les parents de Duncan commençaient à s'inquiéter un peu. Et on parle de 1989, ce n'était pas si facile d'envoyer un message ou d'appeler sa mère pour dire que tout allait bien, n'est-ce pas? Mais Duncan appelait toujours ses parents tous les 2 ou 3 jours pour raconter son voyage. Cela faisait une semaine sans aucun appel de leur fils. On peut facilement imaginer l'angoisse que ressentèrent ses parents, n'est-ce pas? Quand enfin le téléphone de la maison sonne, la mère se précipite et décroche en disant « Mon fils ?» Mais de l'autre côté de la ligne, ce n'était pas Duncan, mais son nouveau patron. Le propriétaire de l'équipe de hockey Dundee Tigers, en Écosse, où Duncan devait commencer à travailler après les vacances. Le patron a demandé aux parents s'ils savaient où était Duncan, car il ne s'était pas présenté pour son premier jour de travail. Les parents de Duncan étaient extrêmement inquiets, car cela n'avait aucun sens. Leur fils était très enthousiaste à l'idée de ce nouveau travail, et il n'aurait jamais manqué le premier jour comme ça. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de le retrouver. Dès qu'ils auraient découvert quelque chose, ils l'appelleraient. Mais comme je l'ai dit, en 1989, il n'était pas si facile de retrouver leur fils. Ils ont appelé les amis de leur fils en Europe, mais personne n'avait de nouvelles de Duncan. Alors, ils ont appelé la police canadienne et, incroyable mais vrai, l'agent a dit que c'était samedi et qu'il n'ouvrait pas de dossier de personnes disparues le week-end, que la mère devait rappeler le lundi pendant les heures de bureau. C'est fou. Les parents ont fait un signalement à Interpol, mais Interpol elle-même a dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, parce que Duncan était un jeune homme, fort, en bonne santé et en vacances en Europe. Il profitait probablement beaucoup de l'été européen et avait décidé de prolonger un peu son séjour. Ils sont même allés jusqu'à insinuer qu'il aurait pu rencontrer une femme européenne et qu'il en profitait. Sa mère s'est révoltée contre ça. Rien n'avait de sens. Et Bob et Linda ont compris que s'ils voulaient retrouver leur fils, ils devraient le faire eux-mêmes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Tous les deux ont fait leurs valises et ont pris le premier vol. Mais pour aller où? Ils se sont souvenus de cet ami qui vivait en Allemagne et sont allés là-bas pour le retrouver. Leur ami était aussi très inquiet, car cela faisait déjà une semaine qu'il avait prêté sa voiture à Duncan et il n'avait plus eu aucun contact avec lui. Il a dit aux parents qu'il comptait aller en Autriche, sans plus de détails. Ils ont alors contacté la police autrichienne et fait une déclaration. Les policiers ont dit qu'ils allaient enquêter pendant que les parents roulaient d'Allemagne jusqu'en Autriche. Les parents ont imprimé des milliers d'affiches de recherche avec la photo, les informations de Duncan et un numéro de contact, puis ils sont allés les distribuer partout où ils pensèrent pouvoir en laisser, comme dans les hôtels et les sites touristiques. Mais imagine, ce serait vraiment une sacrée coïncidence si quelqu'un savait où il était juste grâce aux affiches. Non, personne ne savait quel chemin Duncan avait pris, ni même quel pays il avait visité. Quand ils sont arrivés en Autriche, ils sont allés directement à la police, mais la police autrichienne n'a pas vraiment aidé. Ils ont dit aux parents qu'ils avaient vérifié tous les hôtels et auberges de la région, mais qu'il n'y avait aucune trace que Duncan s'y soit logé. Mais même avec cette information, les parents ont continué à visiter tous les hôtels des environs et incroyablement, ils ont trouvé une fiche d'inscription à son nom, écrite de sa main, dans une auberge à Innsbruck. Pourquoi la police aurait-elle menti? Ils ont suivi cette piste. Ils cherchaient déjà son fils depuis un mois lorsque la première piste concrète est enfin apparue. Ah, attrape-le, c'est pour moi s'il te plaît. Ils cherchaient déjà leur fils depuis un mois lorsque la première piste concrète est enfin apparue. Les parents harcelaient tellement les autorités, les hôtels et les restaurants de la région,
allant tous les jours demander si quelqu'un avait vu leur fils, en plus de placarder des affiches dans plusieurs villes de la région, qu'une chaîne de télévision autrichienne a finalement décidé de faire un reportage sur la disparition du joueur canadien. Parmi les informations diffusées, ils ont aussi montré une photo de la voiture qu'il avait empruntée et conduisait à travers l'Europe. On dit même que le couple a dû graisser la patte de quelqu'un pour que la télévision fasse ce reportage. Tu te rends compte? Mais au final, ça a marché. Quelques heures après la diffusion du reportage, un appel anonyme a indiqué que la voiture était garée depuis 42 jours sur le parking situé à la base du téléphérique du glacier. Les parents y sont allés avec la police et ont forcé la voiture. À l'intérieur, ils ont trouvé le passeport et des effets personnels de Duncan. Et un sac avec quelques fruits déjà pourris. Finalement, la police a décidé de prendre la disparition de Duncan au sérieux et a mobilisé plusieurs équipes de recherche pour monter sur la montagne tôt le lendemain matin afin de commencer les recherches. Il y avait une forte possibilité que Duncan ait eu un accident et qu'il soit encore là-haut sur le glacier. Maintenant, la question qui reste sans réponse, pourquoi personne n'a remarqué une voiture abandonnée depuis plus d'1 mois sur le parking? Cet endroit reçoit habituellement jusqu'à 2000 voitures par jour, mais vers 17 h, tout le monde commence à partir et le parking devient complètement vide. Personne n'a remarqué une voiture garée là, aucun employé du complexe, qui arrive normalement plus tôt, n'a remarqué une voiture garée là. C'est très étrange, non? Mais revenons-en. Les parents étaient départagés entre plusieurs sentiments. Même s'ils étaient heureux qu'une piste sur la disparition de leur fils ait enfin émergé, les nouvelles ne semblaient pas très encourageantes, n'est-ce pas? Comme ils le faisaient toujours partout où ils allaient en Europe, ils ont commencé à distribuer des affiches de personnes disparues avec la photo de Duncan à tous ceux qu'ils rencontraient dans la station de ski, au restaurant, et ils ont mis des affiches partout où c'était possible. Par une coïncidence totalement aléatoire, ils ont remis l'une de ces affiches à l'instructeur de snowboard de Duncan. L'instructeur a regardé l'affiche, a été surpris et a dit « Je connais cet homme ». Il a raconté aux parents qu'il avait donné un cours de snowboard à Duncan le jour où il a disparu. Il a raconté qu'après le déjeuner, Duncan est allé s'entraîner seul, mais qu'il ne l'a jamais revu ensuite. Les parents étaient en extase. Ils étaient probablement face à une personne qui avait vu leur fils avant sa disparition. Mais malheureusement, ils n'avaient aucune information supplémentaire qui pourrait aider à le retrouver. Le lendemain, les parents de Duncan ont rejoint un grand groupe de recherche qui s'est rassemblé sur le parking où la voiture de Duncan se trouvait. Après avoir parlé avec les responsables de la recherche à propos de ce que l'instructeur avait dit, tout le groupe est monté sur les téléphériques et a commencé à fouiller le glacier. Les responsables de l'équipe de recherche avaient déjà une théorie sur ce qui avait pu arriver à Duncan. Il se trouve que les glaciers cachent de grands dangers. Comme il s'agit de formations permanentes de glace, en raison des variations de température, surtout en été, de nombreuses crevasses apparaissent à la surface de la glace. Ces fissures peuvent s'ouvrir soudainement et former de grandes crevasses de plus de 30 mètres de profondeur. Un skieur peut donc traverser une zone où elles surgissent sans prévenir. Ainsi, le skieur peut traverser une zone qui cache une de ces crevasses, finir par tomber au fond et disparaître à jamais. On pourrait le croire. C'est pourquoi ces dameuses dont j'ai parlé au début de la vidéo doivent inspecter chaque jour les zones délimitées comme pistes de ski. En plus de créer de la neige en surface, ils localisent aussi ces fissures et crevasses et les remplissent de glace et de neige pour que personne ne subisse d'accident. Toute la journée, toute l'équipe de recherche est montée et descendue sur le glacier, a exploré le côté opposé de la montagne, a descendu des falaises en rappel et a parcouru toute l'étendue de cette partie de la montagne. Mais personne n'a trouvé le moindre signe de Duncan. Le deuxième jour, la recherche a été élargie à des zones au-delà du glacier, couvrant une région montagneuse encore plus vaste, mais là encore, rien n'a été trouvé. À la fin du deuxième jour de recherche, les policiers se sont rendus compte que Duncan s'était procuré du matériel de snowboard. Ils ont donc décidé de se rendre au magasin de location de planches. Si Duncan avait rendu sa planche, il ne serait certainement plus à la montagne, mais plutôt disparu ailleurs. Le propriétaire du magasin a dit aux policiers que Duncan avait bien rendu l'équipement, la planche et tout le matériel le jour de sa disparition. Les policiers ont alors arrêté les recherches, mais pour les parents de Duncan, rien de tout cela n'avait de sens. Comment aurait-il pu rendre les équipements alors que sa voiture, son passeport et ses effets personnels étaient restés à la base de la montagne? Comment est-il parti de là? Quelques jours après la fin des recherches, Bob et Alinda sont retournés au magasin de location de matériel avec une amie qui parlait allemand.
Elle a aidé à traduire et, lorsque les parents ont posé des questions sur la planche louée par Duncan, le propriétaire est devenu nerveux et a commencé à bégayer. Il a répété ce qu'il avait dit aux enquêteurs, que Duncan avait bien rendu le matériel à la fin de la journée. À cette époque, les registres étaient tenus sur papier. Et quand ils ont demandé à voir le cahier avec l'enregistrement montrant le retour de la planche, le propriétaire est devenu encore plus nerveux. Et il a dit qu'il ne le donnerait pas, parce que ce cahier était terminé et qu'ils en avaient commencé un nouveau quelques jours plus tard. La mère a insisté et a demandé à voir l'ancien cahier alors. Le propriétaire est allé au bureau et est revenu 10 minutes plus tard, disant qu'il ne le donnerait pas car quelqu'un avait jeté le cahier à la poubelle par erreur. Allez savoir. Je ne sais pas, hein? Il y a anguille sous roche. Les parents de Duncan n'ont jamais abandonné l'idée de retrouver leur fils et, pendant les 14 années suivantes, ils ont fait 9 voyages en Autriche et ont fouillé la montagne eux-mêmes, en plus de suivre toute piste qui apparaissait. Ils ont dépensé toutes leurs économies de retraite pour ces voyages, mais malheureusement, ils n'ont jamais retrouvé leur fils. Oh là là, quelle horreur! Ce n'est qu'en juillet 2003, 14 ans après la disparition de Duncan, un employé de la station qui inspectait la piste de ski a remarqué un morceau de matériau jaune brillant au milieu de la piste. Il s'est approché pour mieux examiner ce que c'était, pensant que c'était peut-être un déchet laissé par un skieur. Quand il a commencé à tirer sur le matériau, il a eu une telle frayeur qu'il a failli tomber en arrière et il s'est rendu compte que ce n'était pas un déchet, le matériau jaune provenait de la veste de Duncan. Quand l'employé a tiré un peu plus, il a découvert que Duncan était encore à l'intérieur de la veste. Enfin, ils avaient retrouvé son corps coincé dans la glace. Immédiatement, les employés de la station ont contacté la police pour qu'elle vienne récupérer le corps. Ils ont également contacté Bob et Linda, qui ont pris le premier vol du Canada pour l'Autriche. Ils ressentaient à la fois tristesse et soulagement d'en finir avec cette histoire. Mais est-ce vraiment fini? Prépare-toi à un rebondissement. Les policiers affirment que Duncan est remonté sur la montagne après la pluie, bien qu'elle soit encore plongée dans un épais brouillard. Il a commencé à descendre la montagne, mais à cause de la mauvaise visibilité, il a fini par sortir de la zone balisée comme piste de ski et il est descendu dans une partie qui n'était ni surveillée par les employés, ni entretenue par les engins pour couvrir les crevasses. À cause de cela, il n'a pas remarqué une fissure dans la glace et il est tombé dans une crevasse. En tombant, il s'est cassé la jambe et est resté coincé en bas, incapable de sortir tout seul. Comme il n'y avait pratiquement plus personne qui descendait la montagne à cause du mauvais temps, personne ne l'a entendu tomber et il est probablement mort d'hypothermie. Le corps a finalement été retrouvé 14 ans plus tard, parce que les glaciers sont toujours en mouvement. La nouvelle glace se forme là-haut et pousse l'ancienne glace vers la base du glacier. Il est courant que les corps de personnes disparues, tombées dans des crevasses, réapparaissent à la base du glacier des décennies après leur disparition. On dirait que l'affaire était résolue, non? Réfléchis encore. Quand la mère de Duncan a demandé aux policiers de l'emmener à l'endroit où son corps avait été retrouvé, elle n'a rien compris. Son corps est réapparu en plein milieu de la zone délimitée par la station comme piste de ski pour débutants, juste devant et à la vue de tous ceux qui mangeaient au restaurant de la station. Parce que les policiers ont menti en disant qu'il était tombé loin de la zone délimitée. C'est bizarre, non? Attends, ça empire. Les restes mortels, ainsi que tous les effets personnels retrouvés avec le corps, ont été remis aux parents. Et maintenant, tenez-vous bien. Parmi les effets personnels, se trouvait la planche de snowboard que Duncan avait louée, alors que le propriétaire du magasin avait juré aux policiers et aux parents que Duncan l'avait rendue à la fin de cette journée, avec les bottes et tout le reste. Les parents se sont précipités au magasin et le même homme qu'il y a 14 ans était toujours derrière le comptoir. Et lorsqu'il a été confronté par les parents, il a affirmé que cette planche n'était pas celle que Duncan avait louée. D'accord, il n'y a qu'un problème. Vous vous souvenez du moniteur de snowboard? Alors, les parents sont allés le voir avec des photos de la planche et il a confirmé que c'était bien la même planche qu'il avait aidé Duncan à choisir au moment de la location. Pourquoi le propriétaire du magasin mentait-il et pourquoi était-il si nerveux? Les choses vont encore empirer. Les parents ont supplié les enquêteurs de faire une autopsie sur le corps de Duncan, mais ils ont refusé, affirmant que la conclusion était que cette mort était un accident. Et selon la loi autrichienne, en cas d'accident, il n'est pas nécessaire de faire une autopsie. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre des radiographies de tout le corps. Et c'est là que les choses le sont devenues encore plus étranges. Écoute bien, la radiographie a révélé une grande fracture du fémur de la jambe gauche.
Cependant, elle a aussi révélé de multiples fractures sous le genou et à l'avant-bras gauche. En fait, la jambe et l'avant-bras gauche ont été sectionnés. Le médecin légiste dit que cela s'est probablement produit à cause du mouvement de la glace pendant les 14 années où il était resté coincé dans cette crevasse. Mais, pendant les 6 années suivantes, les parents ont consulté plusieurs spécialistes, médecins légistes et enquêteurs privés qui ont confirmé qu'il était impossible que ce type de blessure soit causé par la glace, que les membres de Duncan ont été arrachés de façon violente. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu causer cela ? La réponse est venue lorsqu'un expert, engagé par le couple, a examiné la planche et les affaires retrouvées avec Duncan. La planche avait été brisée en deux et portait des marques indiquant que quelque chose de tranchant l'avait entaillée. Les mêmes marques, avec le même motif, ont également été retrouvées sur les bottes et les vêtements de Duncan. Pour finir, des traces de peinture rouge avaient été retrouvées sur le bois de la planche brisée, qui n'aurait pas pu s'y trouver qu'à la suite d'un impact. La conclusion à laquelle les enquêteurs privés sont arrivés concernant ce qui s'est passé ce jour fatidique est la suivante. Duncan descendait sur la piste des débutants. Cependant, comme il venait de pleuvoir, l'eau a contribué à créer des irrégularités et même à ouvrir des crevasses. Duncan est tombé violemment, peut-être en passant dans un trou, et il s'est fracturé le fémur. Il est resté allongé au sol, incapable de bouger, peut-être même inconscient, n'est-ce pas ? À 16 h, l'heure à laquelle la piste ferme au public, un employé de la station est monté sur l'un de ses tracteurs, l'a démarré et a commencé à monter pour faire son travail, pour fabriquer de la neige et aussi repérer et couvrir ses crevasses. À cause du brouillard épais, l'opérateur ne voyait presque rien, quand soudain il a aperçu quelque chose de jaune par terre, déjà très près du tracteur. C'était Duncan, allongé au sol. Il a essayé de l'éviter et il a même réussi à empêcher les chenilles de passer sur lui. Cependant, les lames à l'arrière du tracteur ont fini par accrocher le côté gauche de Duncan, brisant sa planche et lui arrachant la jambe et l'avant-bras. Les médecins légistes ont indiqué que ces blessures étaient très graves, mais pas mortelles. C'est-à-dire que si Duncan avait reçu des secours, il aurait probablement survécu. Cependant, on ne sait pas pourquoi l'employé a dû paniquer et a pris une décision qui a tout changé. Il est descendu du tracteur, a ramassé Duncan, a pris ses membres qui avaient été sectionnés, ainsi que la planche, les a mis sur le tracteur, les a emmenés en haut, sur la piste, où il avait repéré une crevasse qui était apparue à cause de la pluie, il l'a jetée là-dedans et avec le tracteur, il a recouvert le tout de neige. On ignore pourquoi il a agi ainsi, peut-être par crainte de perdre son emploi ou d'être arrêté. Mais la bêtise était faite, il n'y avait plus de retour possible. Quand Bob et Linda, même une émission de télévision canadienne, sont revenus en Autriche. Pour interroger la police à propos de ces nouvelles preuves, le commissaire a refusé de rouvrir l'affaire et est même devenu hostile aux questions des membres de la famille. C'est dingue. Pour lui, l'affaire était bien un accident et c'était la faute de Duncan, qui était sorti de la zone délimitée et avait skié là où il ne devait pas. Mais une autre question demeure. Pourquoi les autorités ont-elles fait tant d'efforts pour étouffer cette affaire ? Il se trouve que pendant ces 20 années, les parents de Duncan ont remarqué que la population de la région du glacier n'aime pas collaborer avec les enquêtes qui pourraient nuire et ternir la réputation touristique de l'endroit. C'est parce que pratiquement toutes les petites villes de la région dépendent exclusivement des revenus générés par le tourisme lié au glacier. Chaque année, les touristes injectent environ 30 millions de dollars dans la fragile économie locale. Pratiquement toutes les familles qui vivent dans les petites villes de la vallée de Stubaiy ont quelqu'un qui travaille dans la station ou dans un emploi directement lié au tourisme. Alors, ils ont presque un code de silence quand il s'agit de tout incident qui pourrait dissuader les touristes de venir découvrir la région. Et en plus, une fois, lors d'une interview, à chaque fois qu'ils allaient en Autriche pour essayer de retrouver leur fils, les habitants semblaient de plus en plus agacés par leur présence, et ils évitaient de les aider dans leur recherche d'informations. Cela inclut même la police et les autorités politiques. C'est bizarre, n'est-ce pas, mes amis ? Je pense qu'au final, c'est vraiment l'argent qui commande, que ce soit ici dans notre grand Brésil ou même dans les pays considérés comme les moins corrompus du monde. Au final, Bob et Linda ont remis aux autorités toutes les découvertes et la théorie sur ce qui s'est réellement passé avec leur fils sur ce glacier, mais personne n'a été arrêté, inculpé ou même fait l'objet d'une enquête. Ils ont continué à affirmer qu'ils faisaient confiance aux résultats de l'enquête de la police locale qui a conclu que la mort était un accident causé par Duncan lui-même qui avait skié là où il ne fallait pas. Et même s'il devait arrêter quelqu'un, il serait trop tard.
puisque le crime présumé serait déjà prescrit selon les lois autrichiennes. Maintenant, il y a juste une chose à laquelle j'ai pensé pendant que je racontais cette histoire. Si vraiment il a été renversé par le tracteur et que l'employé a caché son corps dans une crevasse, ce même employé a sûrement interagi avec les parents de Duncan lors des voyages du couple en Autriche. Il se peut même qu'il ait reçu les affiches de recherche directement de leurs mains, mais qu'il ait dû faire semblant de ne rien savoir. Il faut être vraiment sans cœur, non? Laissez déjà vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout les amis. Quelle histoire bizarre, non? Mon Dieu, vous avez aimé? Vous avez déjà mis un like? Vous avez déjà commenté? Profitez-en pour partager avec ceux qui aiment ces histoires bizarres. Partagez tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut!